J'ai grandi à la campagne en Picardie. À 8 ans, ma vie se résumait à jouer au Playmobil, aller à l'école, faire mes devoirs et rejouer au Playmobil. À 3000 km de chez moi, dans le nord de la Syrie, un petit garçon de l'âge de ma sœur cadette vit une enfance plutôt similaire à quelques détails près. Son père lui racontait aussi des histoires pour l'endormir. Mais quand il a eu 8 ans, nos vies sont devenues vraiment différentes. Alors que je rentrais au collège, Mohamed Nour, à travers ses yeux d'enfant, comprend qu'il se passe quelque chose dans son pays. Quelque chose de grand. En 2011, la révolution syrienne commence et le quotidien de Mohamed Nour est bouleversé. Je m'appelle Jeannette et l'exil le plus proche dans ma vie, c'est celui de ma grand-mère pendant le débarquement en 1944 en Normandie. Pas vraiment d'actualité. Mais les récits des personnes exilées que j'ai rencontrées et que j'ai entendues ont changé ma manière de percevoir et d'agir. Et être une femme blanche et française, ça me donne certains privilèges, que j'ai décidé de mettre au service des voix et des histoires qu'on n'entend pas assez. Et pour ce premier épisode, on rencontre Mohamed Nour. Mohamed Nour va aborder des sujets qui peuvent heurter la sensibilité de certains et certaines. Je vous invite donc à vous rapporter à la description de l'épisode pour en savoir plus. Bercé par le soleil et le chant des hirondelles, une odeur de jasmin et de rose de Damas. Je suis né. Nous sommes en 2002. Il est le 22 juin. La vie commence. Je suis tout petit. Je ne connais rien à la vie. Et pourtant, je sens que je vais faire partie de quelque chose de grand. Peut-être un changement dans l'histoire ou une page qui sera au moins marquante. Le temps avance. Je me rappelle être avec mon papa sur ses épaules et puis aller voir ma grand-mère, jouer avec mes cousins. Je n'ai pas encore de petits frères ou de petites sœurs. Et pourtant, je me sens déjà si bien entouré avec tous mes petits cousins et puis tous mes amis d'enfance. Notre ville est belle. C'est un mélange de campagne, de banlieue et de ville, avec des champs à perte de vue et puis surtout des oliviers. Nous sommes en 2002 et puis la vie est belle. Jusqu'en 2010, tout va très bien. Je me rappelle de l'école où on allait et où on apprenait l'arabe, où on apprenait l'anglais, l'histoire, la géographie, bien évidemment une histoire falsifiée, mais je le saurai bien après. Je me rappelle de toute cette propagande au régime Assad qui a sauvé le pays, de ces cours d'histoire sur les califats musulmans qui ont conquis le monde, qui ont apporté le savoir. Je me rappelle de ces cours où il y avait une exaltation de la nation, une exaltation un peu timbrée de propagande du parti Baas qui gouverne le pays depuis 53 ans. Je me rappelle aussi de cette école un peu un peu soviétique où on était tous on nous appelait les juniors du parti, c'est-à-dire qu'on était tous dans nos uniformes, on avait tous nos foulards avec les insignes du parti, notre petit képi qui n'était pas obligatoire mais le foulard l'était. Je me rappelle qu'avant de rentrer en classe, nous étions obligés de nous mettre en rang, de dire la devise du parti et puis de chanter l'hymne national qui chantait la gloire de l'armée syrienne et puis du parti Baas. Et puis nous devions lever le drapeau et on n'avait pas le droit de s'y soustraire. Et c'était le cas à chaque récré. On devait à chaque fois rentrer après le salut du drapeau. Et puis ceux qui étaient à l'intérieur étaient dénoncés et étaient réprimés devant tout le monde, puisqu'il y avait des corrections publiques où le direct à l'école ou un des surveillants donnait des coups avec une sorte de ceinture. Donc en fait ça dépendait de la punition et de la gravité de l'acte commis. Et voilà, c'était un peu l'exemple pour montrer que nous devions suivre le droit chemin et puis ne pas dévier des valeurs du parti. Et puis on avait cette fonction de délégué un peu particulière qui n'est pas semblable à celle en France, puisque le délégué était celui qui était censé observer que tous ses camarades suivaient le chemin du parti et puis ses valeurs, et devait les dénoncer en cas de pas à côté ou en cas de faute. Donc c'était un peu un univers où on vivait emprisonné sans le savoir, ou en tout cas moi jusqu'à mes 8 ans, je ne le savais pas. Et puis, ce dont je me rappelle surtout, c'est la terre rouge, que je n'ai pas vue depuis. C'est une terre à part, avec une certaine odeur, une certaine texture, qui est assez particulière et
qui se mélange tellement bien avec de la verdure. Puis on a l'impression d'avoir une peinture grandeur nature, un peu partout. Et c'était une enfance assez riche. C'était une enfance où je me sentais pas tant différent des autres enfants du monde. J'étais aimé, j'étais bien entouré, j'étais heureux. Et puis j'étais surtout insouciant. Et j'aurais aimé garder cette insouciance. Dans la vieille ville, le souk regorgeait de marchands. Ici des tapis, des parfums, des parures, là des bracelets, des colliers, sans oublier la perle rare qui faisait la fierté de tout Alépin, le savon d'Alep. Pas très loin, la citadelle d'Alep se dressait majestueusement et dominait la ville d'un air protecteur. Cette même citadelle qui avait longtemps été le centre du pouvoir de plusieurs royaumes musulmans. Alep a toujours été la lumière des royaumes dont elle faisait partie. Tout près de ce côté de la ville ancienne, on pouvait se décider à s'aventurer dans la ville moderne, car en effet, Alep était la capitale économique du pays avec ses plusieurs millions d'habitants. Ici et là se dressaient des supermarchés composés de plusieurs étages, les restaurants chics qui présentaient les saveurs traditionnelles, les bâtiments administratifs et les hôtels de luxe. Mais enfin, pour le dire simplement, Alep était dans la course et rivalisait avec les autres grandes métropoles du monde. De cette insouciance, j'allais vite sortir. En 2010, les printemps arabes ont commencé. La Tunisie, l'Égypte, le Yémen, la Libye. Et puis moi j'étais devant ma télé avec mes parents à regarder ces gens crier liberté, dignité. Des mots que je ne connaissais pas, qu'on n'avait jamais évoqués et qui semblaient sortir de nulle part. J'ai eu l'impression que ce n'était pas de l'arabe, puisque ces mots-là étaient tellement grands dans mes yeux d'enfant, et puis tellement vides de sens, puisque je ne comprenais pas pourquoi les gens réclamaient cela. Et puis, mon papa a commencé à me dire que ça allait peut-être arriver chez nous. Il a commencé à me dire que le gouvernement en place n'était pas forcément le bon, que je comprendrais peut-être avec le temps, mais c'est la raison pour laquelle dans notre maison il n'y avait pas la photo d'Assad, alors que je la retrouvais un peu partout ailleurs, à l'école, dans tous les bâtiments publics, chez certains de mes amis. Et c'est là où j'ai commencé un peu à me poser des questions, où je commençais à sentir que le drapeau du pays ne me représentait pas, où je commençais à sentir une certaine énergie arriver, et même l'air n'avait plus la même odeur, même les paysages ne se ressemblaient plus. Tout était déformé petit à petit, et puis on sentait cette pression, on se sentait étouffé, attendre quelque chose, un sursaut, une surprise, un événement inattendu. Mais paradoxalement, on savait que ça arrivait. Puis, un jour, je sors des cours, je vais chez ma grand-mère qui habitait juste à côté de l'école. Et puis, quand mon papa vient me chercher, il discute avec mon oncle, il lui dit ça a commencé. Et moi, je lui disais, mais papa, qu'est-ce qui a commencé? Il me dit, mais à Dera, les gens, ils sont sortis dans la rue. Je lui dis, mais ils sont sortis faire quoi dans la rue? Il m'a dit, pas manifester. Je lui dis, mais c'est pourquoi manifester? Il me dit, pas pour la liberté. Et je lui dis, mais moi, je sais pas ce que c'est. Et il me dit, mais t'inquiète pas, tu verras avec le temps que c'est quelque chose que tu vas beaucoup aimer, qui va beaucoup te faire grandir, et pour lequel tu vas te battre. Et puis, petit à petit, les images ont commencé à envahir les écrans. J'ai commencé à entendre parler de la révolution syrienne. Des slogans comme « Abat le régime », des slogans comme « Dieu, Syrie, liberté ». Alors qu'auparavant, c'était la Syrie d'Assad. C'était vraiment le culte de la personnalité. On baignait dedans. On avait des slogans où on disait qu'on donnerait tout pour notre guide. Et puis petit à petit, moi je me disais, mais pourquoi est-ce que avant on disait qu'on va tout donner pour notre président et non pas pour notre pays? Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment ma première représentation du bien et du mal. C'était d'un côté, on allait tout donner à une personne, et de l'autre, on voulait tout donner à un pays. Et c'est là où j'ai compris que moi je voulais tout donner à un pays, à un idéal, à des mots que je ne comprenais pas et à des idéaux que je n'avais pas forcément en tant qu'enfant, mais qui me parlaient. Même si je ne les comprenais pas, c'était quelque chose qui
qui me touchait dans le cœur et peut-être pas dans ma raison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à grandir. Et puis la première manifestation dans notre ville, j'entends les gens crier des slogans, j'entends les gens sourire, je les vois sourire. Enfin, en tout cas ceux qui n'avaient pas le visage masqué. Je vois une sorte de joie populaire, cette atmosphère où on se sent entraîné sans savoir pourquoi. On voit ces gens crier liberté, crier dignité, crier à la libération du pays, à la chute du régime Assad, envahir la place de la ville, marcher vers la place de la liberté. Et c'était beau. Au départ, j'avais peur parce que c'était tous des hommes. Ils étaient grands. Et puis, j'avais l'impression que c'était réservé. C'était vraiment quelque chose pour les grands. Et puis moi, j'étais petit et j'allais rester avec mes cousins. Et puis petit à petit, je me disais, mais moi aussi, je vais y participer. Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas, alors que les autres, ils peuvent? Puis les coupures de courant ont commencé. Les arrestations ont commencé. Et un jour, mon papa, il me dit, bon, tu le dis à personne, mais ce soir, je t'emmène avec moi. Je lui dis, mais tu m'emmènes où? Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est une surprise. J'étais trop impatient. Je ne savais pas où j'allais et j'attendais vraiment le soir. Et puis, c'était après la prière du soir où mon papa, il est venu me chercher. Il m'a donné le kéfier palestinien, mais enfin, en tout cas, qu'on portait nous aussi. Et il m'a dit, bon, faut que tu te caches le visage, on va aller à la manifestation. Et moi, j'étais tout content. Et du coup, il me l'a mis sur la tête pour me cacher le visage. Il en a mis un aussi. Et on est parti avec mon tonton pour manifester. On y est allé à pied pour ne pas que la plaque de la voiture soit relevée, pour ne pas qu'on sache d'où on vient. Et puis on est arrivé devant à la place de la Liberté où il y avait des centaines de personnes avec des bougies qui chantaient, qui dansaient. Et j'ai commencé à sentir mon cœur battre très fort. Et j'avais envie de crier avec les gens, mais je n'y arrivais pas au départ. Et puis j'ai commencé un peu à reculer. Mon papa me disait, mais viens. Je disais, mais non, j'ai pas envie. Puis il y a des gens qui filment, pourquoi ils nous filment? Et puis je ne sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai commencé à crier avec les gens, à dire les slogans. Et depuis ce jour, ça ne s'est jamais arrêté. Ces slogans sont restés dans ma tête. Cette sensation-là est restée en moi. Puis mon tonton m'a porté sur ses épaules. J'ai commencé à chanter avec eux. Et puis c'était ma première manifestation. Et c'était là, ma deuxième naissance. Là où j'ai pu comprendre ce que c'était que la liberté. Ou en tout cas, en avoir une certaine idée. Là où j'ai pu comprendre ce que c'était qu'une dignité. Lorsque les gens disaient, nous sommes des humains et non pas des animaux. Nous sommes vivants et nous ne sommes pas des bétails. On ne peut pas être guidé sans savoir où l'on va. Et on veut reprendre en main notre pays. C'est là où j'ai senti que c'était le bien et que c'était nécessaire. Je ne savais pas que derrière on allait être réprimé, puisque au départ c'était pacifiste, et puis voilà, on se dispersait à la fin sans qu'il y ait de forces de sécurité. Et puis la police n'intervenait pas tant que ça, puisque ils n'étaient pas nombreux dans la ville, donc ils nous laissaient tranquilles. Puis petit à petit, les manifestants augmentaient en nombre, les manifestations se répétaient tous les vendredis. Et puis un jour, c'était le 14 février 2012, l'armée entre dans ma ville. Papa, demande Rias, qui venait d'entrer dans le salon, c'est quoi une révolution? Slimane sursauta de surprise, car il ne s'attendait pas du tout à une telle question de la part d'un enfant de 8 ans. Et surtout car il était surpris de voir Rias réveillé à minuit passé. « Que fais-tu debout à cette heure-là, fiston ?» demanda Slimane interloqué. « J'ai terriblement soif, » répondit Rias avec une voix enfantine et fatiguée. « Mais papa, tu ne m'as toujours pas dit ce que c'est qu'une révolution. »« Une révolution, fiston ?» dit Slimane en versant un verre d'eau et en le tendant à Rias. « C'est le réveil d'un peuple face à son oppresseur. C'est le fait de réclamer ses droits et sa liberté, et de vouloir rendre sa vie et celle des autres meilleure. Maintenant va te coucher, tu as école demain. » Mon papa et mon oncle partent, puisque tous les hommes qui étaient présents allaient être arrêtés. La ville est barricadée, ressemble un peu à la commune de Paris. Tout a changé, tout est vide, tout est silencieux. Des pneus brûlent, des magasins brûlent, et puis toutes les routes sont barrées, soit avec du sable, soit avec vraiment des
Vraiment, les gens avant de partir ont creusé des trous, voilà, pour éviter que l'armée ne puisse entrer. Puis le départ, quelques coups de feu. Il est aux alentours de midi. Et puis on entend la mosquée commencer à dire Dieu est grand. C'est l'annonce lorsqu'il y a un événement grand qui vient d'arriver et que c'est un appel à être vigilant, à se cacher ou alors à sortir. Mais en tout cas là, on avait compris que la ville était tombée. Et puis juste après, le bruit des tanks qui arrivent sur place. Les soldats qui entrent et qui tirent sur toutes les maisons, sans distinction. Et puis qui s'installent à 200 mètres de chez mes grands-parents. Et nous étions 12 dans cette maison. Il y avait moi, ma belle-mère, mon petit frère, ma petite sœur, mes grands-parents, et puis certaines de mes tantes. On s'était tous installés dans la même pièce. La pièce la plus éloignée possible de l'entrée de la maison, pour éviter que lorsque les militaires passent dans la rue et lorsqu'ils tirent, qu'on ne soit touché. Et la première nuit passe. Une nuit sans courant, sans rien. C'était le silence. Et puis, de temps en temps, un tank tirait un obus sur une maison, ou les soldats tiraient dans l'air, ou sur des maisons, on ne sait pas, puisqu'on est à l'intérieur et on ne sait pas ce qui se passe dehors. On sait juste qu'on doit partir. Mon papa appelle une première fois et dit préparez vos affaires, il faut qu'on parte. Puis il rappelle et dit ça sera pas pour demain, il y a des snipers partout, on peut pas prendre le risque. Le lendemain, on se réveille. Et puis c'est le premier petit déjeuner où c'était un peu vide. Enfin, la table était un peu vide et j'ai demandé à ma grand-mère mais pourquoi il n'y a pas autant de nourriture qu'avant. Elle me dit mais on sait pas combien de temps on va rester et il faut qu'on rationne la nourriture. Et puis je vois que les adultes laissent les petits manger, et eux mangent peu. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je commence à avoir peur. Et puis ma belle-mère décide d'aller chez nous pour récupérer nos affaires, en tout cas juste des vêtements pour se changer. Au départ, ma mamie lui dit non, mon grand-père lui dit non, puis lui dit ok, je t'accompagne. Ils partent 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors que c'est vraiment à 30 minutes de chez mes grands-parents. Et puis vers le soir, on reçoit un appel. Ma belle-mère a été touchée par un tir de sniper. Elle a été touchée au bras. Et elle est transportée à l'hôpital. Et moi, je me rends pas compte de ce qui se passe. Et au départ, on nous avait dit qu'elle était morte. Donc, ma grand-mère pleurait, nous serrait dans ses bras. Et enfin voilà, moi, je te demande, enfin, il s'est passé quoi? Enfin, je comprends pas comment ça, elle est morte. C'est quoi un tir de sniper? Et puis après, on nous dit que finalement, elle est vivante, mais enfin, voilà, dans un hôpital à Alep. Cette nuit-là était assez particulière, puisque c'était bizarre de plus avoir mon grand-père et ma mère, et enfin ma belle-mère en tout cas, et me dire que on ne peut plus sortir. Pourquoi est-ce que on est chez nous alors que c'est notre ville, on peut sortir dans la rue, et on me dit non, tu peux pas sortir. Et moi j'avais envie d'aller jouer au foot avec mes amis, on me disait non, c'était pas possible. Et du coup, je me rappelle avoir boudé un peu et être parti dans une autre chambre parce que je voulais plus parler à personne. Et puis après, j'étais revenu et je m'étais endormi à côté de ma grand-mère. Et puis le lendemain, je me réveille et je vois que ma grand-mère a mis pas mal de marteaux et d'objets avec lesquels on pourrait se défendre en cas d'attaque des militaires. Bien évidemment que c'était ridicule, puisque qu'est-ce qu'on allait faire avec un marteau contre des militaires super armés qui allaient entrer alors qu'il n'y avait plus d'hommes à la maison. Donc, et puis il y avait cette culture encore où c'était les hommes qui devaient nous protéger, et on n'avait aucune arme, on n'avait rien. On était vraiment tous ensemble vulnérables, et on avait des marteaux pour nous défendre au cas où. Et c'était une journée assez stressante, dans la mesure où c'était vraiment un calme oppressant. Et puis de temps en temps, voilà, la terre tremblait parce qu'il y avait un tir ou un truc comme ça. Mais c'était vraiment assez... le temps passait sans passer, et puis voilà, c'était vraiment tout le monde se regardait, personne ne parlait, ou alors on parlait pour rigoler un peu, puis tout le monde revenait dans son coin, s'asseyait, puis regardait dans le vide. Le lendemain, on reçoit notre appel et on nous dit « on vient vous chercher ». Et je me rappelle qu'on est monté vraiment, à 8-9 dans une seule voiture, qu'on est sorti de la ville et qu'on devait vraiment se cramponner au siège et rester tête baissée au cas où il y aurait un sniper.
Et puis on sort de la ville, on sait pas comment. On roule 1 ou 2 kilomètres et puis on voit des rebelles arriver, nous chercher. On descend de la voiture, il y a mon papa et mon tonton. Du coup, je cours vers mon papa et je vois qu'ils ont changé. En 3 jours, je ne les reconnais plus. J'ai l'impression qu'ils ont vieilli. J'ai l'impression que c'est plus les mêmes. J'ai l'impression que quelque chose a changé. Leur expression a changé. Leur manière de nous parler a changé. Et puis les rebelles sont arrivés. J'ai vu pour la première fois des hommes armés tout proches de moi. Ça m'a fait peur. Et je me rappelle avoir pleuré. Et mon papa m'a dit « Mais non, ils sont de notre côté, c'est des gentils. » Et moi, je voulais quand même pas approcher. Et puis on a roulé. Et c'est là où on est parti dans un village à côté qui s'appelle la Sahara, qui veut dire la charmeuse. Et on est entré dans une maison qu'on nous a ouvert comme ça. On ne savait pas qui elle était. On nous a dit bon, vous êtes arrivés, vous êtes les bienvenus. Tenez une maison, entrez dedans, et puis vous pouvez rester autant que vous voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. La maison est si belle et on sent que c'est pas juste qu'on prenne cette maison parce qu'elle n'est pas à nous. Et c'est là où on appelle ma tante qui vit dans le centre-ville d'Alep et qui accepte de nous accueillir. Donc on repart tous ensemble vers Alep. On arrive, on est accueillis dans un petit appartement de 2 pièces et on se retrouve à 15 dedans. On y reste pendant 2-3 semaines, le temps de trouver un autre appartement à Alep. Et c'est là où commence une vie un peu bizarre, où je devais pas me mélanger aux gens parce que mon accent était reconnaissable, qui n'était pas le même que celui de la ville, parce que mon nom de famille suffisait à me faire arrêter, parce que le nom de ma ville suffisait à me faire arrêter. Donc c'était un peu le fait de vivre comme un ennemi, comme étant un ennemi chez soi. Et c'était un peu bizarre, où c'était un peu de l'entre-soi, où on restait vraiment dans l'appartement tous ensemble. Je sortais à peine pour aller acheter parfois des bonbons dans l'épicerie à côté. Et puis parfois on se baladait, mais on ne pouvait pas se balader avec mon oncle et mon père. Je pouvais me balader qu'avec mes tantes. Parce que s'il y avait des hommes, ils pouvaient se faire contrôler. Donc c'était prendre le risque de nous faire tous arrêter. On ne devait pas parler avec les voisins, parce que peut-être qu'il y avait des dénonciateurs. Et c'était vraiment une vie assez spéciale, où j'allais plus à l'école déjà, donc j'avais plus de contact avec mes amis. Puis on a voulu quand même continuer à faire mon éducation, donc j'apprenais mes livres tout seul, mais ça avait plus le même sens. Et puis c'est là où j'ai commencé à me rapprocher beaucoup de mon petit frère. Ma petite sœur était encore toute jeune, mais surtout de mon petit frère. Et voilà, c'était un peu particulier. Et puis j'allais visiter parfois mon oncle qui habitait dans un autre quartier de la ville. Et ma grand-mère maternelle nous a rejoints à un autre moment. Et c'était vraiment une vie assez particulière. Il y avait quelques mois jusqu'à ce qu'on nous dise « La bataille d'Alep va commencer, vous devez repartir ». Et c'est là où on prend nos affaires, on repart à la frontière turque, dans un petit village d'Idlib. On reste 2-3 jours chez une famille avant de repartir à Al-Sahara, où on est installé dans une ancienne maison, qui était une ancienne base rebelle. Et là, pour la première fois, je peux ressortir à nouveau. Je peux aller revoir des gens qui n'ont pas le même accent que moi, donc c'était un peu bizarre. Ils prononçaient des lettres que nous on prononçait autrement. Et voilà, dès que je commençais à parler, on me disait « Ah, mais toi tu viens d'Alatareb, qui est ma ville, là où je vivais ». Je disais « Oui ». Ils disaient « Ah bah ça s'entend, tu parles pas comme nous ». Et c'était un peu bizarre parce que je me disais « Bah oui, mais comment ça se fait que nous on parle un dialecte et que vraiment à 2 kilomètres on en parle un autre ». Donc c'était un peu perturbant au départ. Mais petit à petit, je commençais à m'y faire, et puis il y avait des champs devant chez nous, donc j'allais beaucoup jouer dans le champ. En fait, la proximité avec la Terre Rouge, j'y tenais énormément. Et voilà. Puis en plus, on avait un petit chat qui commençait à venir chez nous. Donc j'ai adopté le petit chat, même si chez nous, t'adoptes pas vraiment le chat, il reste pas chez toi, il peut sortir quand il veut et revenir. Mais c'est là où j'ai commencé à aimer les chats. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime toujours les chats aujourd'hui. Parce que c'était un peu un ami qui venait de nulle part et qui est juste venu au moment où il fallait. Donc la journée, quand je pouvais pas aller voir les autres parce qu'ils étaient à l'école et plus moi, puisque c'était une période un peu, c'était au milieu de l'année, je pouvais pas reprendre les cours comme ça.
Puis il y avait quand même pas mal d'inscrits avec tous les déplacés qu'il y a eu, donc il n'y avait pas de place pour moi à l'école. Du coup, je restais avec ma famille, et puis je pouvais aller voir les autres quand ils sortaient des cours. Donc je me sentais un peu en dehors de leur univers, parce qu'ils avaient tous leurs amis, ils avaient tous leur bande. Même s'ils essayaient en tout cas de m'intégrer, c'était un peu compliqué quand même d'arriver dans une bande, surtout quand on est petit, parce qu'on n'a pas cette capacité à prendre du recul, à se dire je vais rebondir sur ça, je vais comprendre les gens. Donc on a plus tendance à se renfermer sur soi et se dire peut-être que j'ai pas ma place, donc je vais aller jouer tout seul, ou alors je vais aller jouer avec mon petit frère, ou voilà. Puis petit à petit, je commence à me faire ma bande de gens qui venaient d'arriver d'ailleurs. Et voilà, on a commencé à jouer ensemble. Et puis bien évidemment, quand on jouait à la guerre, on voulait monter notre petite division à nous, avec des armes en bois, où on faisait des entraînements. Et c'est dans cette ville d'ailleurs que j'ai pu voir les premiers terroristes djihadistes qui habitaient vraiment à 5 pâtés de maison. Et je me rappelle que la première fois que je les ai rencontrés, c'était lorsque je rentrais vers la maison, qui était un peu en dehors du village. Du coup, je marchais pour entrer, j'avais fait des mini-courses au supermarché. Et puis, je vois 2 hommes en noir, avec des barbes tellement longues et sales, arriver vers moi. Donc, je change de côté de la rue, de la route. Ils changent aussi. Là, je me dis, mais moi, je vais pas. Du coup, je rechange. Ils rechangent aussi, ils commencent à me sourire. Et du coup, mes parents, ma famille en tout cas, m'avaient prévenu que ces gens-là, fallait pas les approcher parce que c'était des menteurs, des manipulateurs, qu'il fallait rien accepter d'eux, qu'il fallait juste pas leur parler, pas leur répondre. Et puis ils réussissent à me coincer les deux et ils me disent mais ne t'inquiète pas, on est des musulmans. Et ils me parlent en arabe littéraire. Et moi je leur dis mais d'accord mais je vous connais pas. Ils me disent mais on est des musulmans donc on est tous frères, on était frères. Je me dis bah non vous êtes pas mes frères, vous êtes pas de la famille. Donc ils rigolent, ils se moquent un peu de moi et puis ils veulent me donner un sac de bonbons. Je leur dis non j'ai pas besoin. Ils me disent mais tiens c'est le prophète qui les donne. Je leur dis mais j'en ai pas besoin, moi je n'accepte rien des étrangers, j'ai tout ce qu'il faut chez moi et je veux juste rentrer chez moi. Donc ils rigolent encore un peu et puis ils me disent que Dieu te bénisse. Et puis dès qu'ils me laissent partir, je cours vers la maison et je me rappelle d'être terrorisé parce que vraiment ils sentaient pas bon et ils faisaient peur, vraiment ils faisaient extrêmement peur. Et voilà, c'est là où je me rends compte que mon pays n'est plus le mien, puisqu'il y a des étrangers, mais des étrangers qui viennent pas pour visiter. J'en avais vu des touristes, mais là c'était des gens qui croyaient être chez eux, qui voulaient en faire un pays musulman, qui se battaient au nom de l'islam et non pas au nom de notre révolution, qui se mélangeaient aux autres juste pour les soudoyer, qui commençaient à prendre le contrôle d'un peu tout. Et puis on nous redit qu'on doit faire attention, puis qui commence à prendre de l'ampleur. Donc voilà, on vit avec. Et puis là où je commence vraiment à connaître la guerre, en tout cas sa violence, c'est lorsque un jour, je me rappelle que c'était un matin, je jouais dehors, et puis mon oncle me demande de rentrer. Et moi j'acceptais très mal l'autorité, même celle de mon père, ou ma mère, ou de mes grands-parents. Donc je répondais pas, comme si j'avais rien entendu. Et il sort de la maison, il me dit rentre. Je lui dis je veux pas rentrer, pourquoi je rentre? Et là j'entends le bruit d'un hélicoptère dans le ciel. Il me dit rentre s'il te plaît. Du coup je rentre et je vais bouder comme d'habitude. Donc je vais voir ma grand-mère et puis je ressors. Je regarde s'il est là, je vois qu'il est pas là, donc je ressors. Et en fait on avait des camions citernes qui venaient nous approvisionner en eau. Et on avait un puits. Donc il y avait le camion citerne qui remplissait le puits et moi j'étais monté sur le toit. Parce que chez nous on aime beaucoup monter sur les toits. Donc j'étais monté et puis je voyais l'hélicoptère tourner dans le ciel. Et je comprenais pas pourquoi. Et du coup, je faisais coucou parce que je me disais, je sais pas, genre, c'est bizarre. C'est la première fois que j'en vois un. Donc je fais coucou. Et on descend et mon papa rentre. On rentre tous à l'intérieur. Et la première explosion. Et avec un bruit de sifflement, mes oreilles commencent à siffler, je comprends pas ce qui se passe. Et là, la maison commence à trembler. Et en l'espace de 30 minutes, il y a eu 15 obus qui sont tombés autour de la maison. L'hélicoptère qui était là, c'était un hélicoptère de reconnaissance de l'armée du régime. Le village avait été touché.
Et en fait, juste en face de la ville, il y avait la division 46, la division blindée 46, qui était la division la plus puissante de l'armée du régime, avec tous ses canonniers et toute son infanterie, et qui tirait en fait sur les villes et villages aux alentours. Et c'est là où je commence à sentir l'odeur de la poudre, où je vois pour la première fois un obus tomber devant mes yeux, et où je me dis que en fait je peux mourir. Et c'est là où je prends peur, où je me cache sous la couverture et je me range dans un coin. Et c'est là où vraiment ça commence pour moi le conflit. C'est là où les avions de chasse commencent également à arriver, où je les vois rôder dans le ciel et puis piquer et bombarder ma ville, enfin là où j'habitais avant, à El Atareb. Et puis je me sentais impuissant, la voir de l'autre côté se faire bombarder, la voir aux infos, et juste vivre au rythme des bombardements, attendre que l'avion vienne. C'était un peu devenu un rite, et lorsqu'il venait pas, c'était signe de malheur, parce qu'on disait mais c'est le calme avant la tempête. Donc lorsqu'il venait et qu'il frappait, on se disait ok, c'est bon, il a fait sa tournée, tout va bien. Mais voilà, ça se répétait, et puis on vivait avec. Jusqu'au jour où l'armée rebelle allait attaquer la division 46 pour la prendre, et on a dû repartir à la frontière. Et une semaine après, on nous appelle, on nous dit « Votre ville est libérée, vous pouvez revenir ». Et pour la première fois, je reviens dans ma ville, dans ces rues vides, dans ces maisons détruites, où on voit des éclats d'obus partout, on voit des balles partout, tout est défiguré, tout est brûlé. On rentre pour la première fois dans notre maison, on voit qu'elle a été pillée, et puis le frigo, lorsqu'on ouvre, toute la pourriture qu'il y a, parce que la nourriture est restée pendant des mois et des mois. Puis on commence à nettoyer, on commence à reprendre notre vie, et puis on se dit qu'on va se réinstaller, quoi, puisque notre ville est libérée, donc on peut se réinstaller. Et c'est là où je reviens dans ma ville natale, en 2013, à El Atareb, et où je reprends un peu une vie. Je reprends l'école, je revois mes amis, mais rien n'est plus comme avant. Presque un an est passé, et j'ai l'impression d'avoir grandi de 10 ans. J'ai l'impression de comprendre tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir vécu, d'avoir mûri sans le vouloir. Et c'était frustrant de ne plus avoir cette insouciance d'enfant. Tout ce que je voulais, c'était manifester. Tout ce que je voulais, c'était parler avec mes potes de la Révolution, essayer de faire un truc contre nous. Et puis même les parties de foot avaient cette couleur de lutte, en fait, où on se disait l'équipe l'équipe de tel quartier libre. Enfin, il y avait vraiment on rajoutait libre à tout. Et c'est là où c'était vraiment incroyable. Puis les bombardements étaient quotidiens, et c'est là où j'ai découvert aussi pour la première fois les bombardements de nuit. Le fait que la nuit, on devait, enfin en tout cas ceux qui avaient des générateurs d'électricité devaient les éteindre, puisque les avions de chasse venaient et bombardaient tout ce qui bougeait. Enfin, dès qu'il y avait une lumière, c'était une cible. Et c'est aussi là où ils volaient très bas, puisque les rebelles ne pouvaient pas les voir et ne pouvaient pas les atteindre. Et donc, là où je me rappelle qu'à un moment donné, on rentrait de chez mes grands-parents, qu'on devait toujours rentrer pas très tard, pour éviter d'avoir allumé les phares et d'avoir à subir les bombardements. Et je me rappelle qu'un jour, on roulait, qu'on avait les phares allumés, que tout allait bien, on avait mis de la musique dans la voiture, on chantait tous ensemble. Et puis en fait, tout le monde avait des talkie-walkie, où on s'informait entre nous de l'arrivée des avions de chasse. Et puis mon papa l'avait pas encore allumé, et puis au moment où il l'allume, on entend avion de chasse en direction d'El Atareb. Et du coup là, on se dit, mais en fait, il faut attendre à les faire vite, mais c'était un peu trop tard, puisque l'avion était déjà sur la ville, et commençait à mitrailler les voitures. C'était pas sur nous, mais voilà, c'est là où j'ai vraiment pris peur, j'ai crié dans la voiture. Mon papa a commencé à crier, à me dire « Calmez-vous, tout va bien ». Puis il a commencé à rouler sans les phares. C'était les 300 plus longs mètres de ma vie. On roulait vraiment tout doucement, en essayant de pas se faire repérer. Puis au moment où on descend de la voiture, l'avion était vraiment au-dessus de notre tête et avait lancé des roquettes. Et je sais pas comment, mais j'ai traversé la cour de la maison, mais d'un bond.
Et j'étais devant la porte en train d'essayer de faire rentrer la clé dans la serrure et de rentrer à l'intérieur. Et c'est là où des nuits de terreur commençaient, où à chaque fois on se réveillait la nuit pour se retrouver tous ensemble et on n'avait pas de sommeil. En tout cas, on ne pouvait pas dormir tranquillement. Et le jour où j'ai vraiment compris que c'était la guerre, parce que là je la vivais mais sans vraiment la comprendre, le jour où j'ai vraiment compris la guerre, c'était un vendredi. On se réveillait le matin et on allait partir pour aller manger avec mes grands-parents parce que c'était le vendredi, et la prière, etc. Et le moment où on se rassemble tous, même si de mon côté de la famille on n'était pas très pratiquants. Et là l'avion de chasse vient, frappe, et puis là tout commence à sonner. Tout le monde commence à appeler tout le monde, les talkie-walkie n'arrêtent plus, et on dit que le marché a été touché. On arrive au marché, et là c'était le sang partout. Des personnes qui hurlaient. Il y avait de la fumée, il y avait du feu, il y avait tout. Et ce qui est horrible, c'est qu'il y avait des boucheries, donc de la viande, et la viande se mélangeait avec le corps des victimes. Et on voyait parfois des personnes rechercher les restes de leurs enfants parmi la viande du boucher. Et c'était... je devais pas voir ça, mais j'avais suivi mon grand-père et il m'avait hurlé dessus, il m'a dit rentre. Mais j'étais là et je n'avais pas d'émotion sur le moment, que je regardais juste par terre et je sentais l'odeur de la chair brûlée et je comprenais pas ce que c'était. Et puis je me rappelle être rentré à la maison et avoir fait comme si de rien n'était. Et c'était l'un des premiers massacres que je voyais de mes propres yeux. Et puis un de mes amis d'enfance meurt, puis un autre, puis certains partent au combat, alors qu'ils ont 10, 11 ans. Et moi, je reste là. Et je ne sais plus quoi faire. Des manifestations, il y en a, mais ça n'a plus le même goût. Et on sent que c'est plus une révolution, mais une guerre. En tout cas, c'est comme ça qu'on commence à la vivre. Puisque dans la ville, il y avait énormément de personnes qui partaient au combat pour essayer de défendre. Et on revenait tous morts. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un jour où on n'annonçait pas un martyr. Et puis Daesh est arrivé, a commencé également à s'installer dans la ville. Et là où il y a eu un autre tournant dans ma vie, c'est lorsque, en fait, j'étais en 5e, donc c'était en 2014, et je me rends en fait vers le centre culturel où on avait des sortes de classes prépa pour préparer le bac, puisque les écoles ne donnaient plus vraiment cours et qu'elles étaient ciblées. Le centre culturel était, on pensait qu'il allait, c'était un bâtiment assez moderne, assez costaud, donc il pouvait potentiellement résister au bombardement. Et c'était à côté de la colline de la ville. Et sur la colline de la ville, on avait levé le drapeau de la Révolution depuis sa libération. Et j'adorais passer, juste le voir et puis aller en cours de prépa. Et puis un jour, on sort et on voit plein de gens se rassembler et s'embrouiller avec des barbus. Et en fait, je comprends rien ce qui se passe, mais parce que je suis là et je les vois faire des signes sur la colline. Et là, je regarde la colline et je vois le drapeau de Daesh qui est levé. Et du coup, j'étais en mode, mais il est moche leur drapeau, pourquoi ils le lèvent là? C'est pas leur ville, c'est pas leur pays. Et là où il y a eu une sorte d'escarmouche avec les rebelles, ils ont commencé à se battre, à se taper dessus. Et puis ils se sont séparés puisque les soldats Daesh avaient dégainé leur Kalachnikov. Donc voilà, tout le monde s'est séparé. Et puis c'est là où Daesh a commencé à mener des manifestations dans la ville pour appeler les gens à rejoindre l'islam, à rejoindre le calife, à lui faire confiance, à lui prêter allégeance. Et je me rappelle qu'une fois, mes cousins, pas mes cousins, mais en tout cas des amis m'avaient entraîné de force là-dedans. Ils m'ont dit, mais viens voir, au pire, on va juste les enquiquiner et puis on rentre. Et je me rappelle juste avoir marché vraiment 100 mètres avec eux. Et je me suis vraiment senti, mais sale. Je suis rentré chez moi, j'étais sale. Je me dis, mais ils ont tous leur drapeau noir, ils puent tous, ils ont des barbes très longues, des cheveux pas coupés. Ils crient tous à la gloire du prophète, à la gloire du je sais pas quoi. Et je me dis, mais moi, c'est pas ça l'islam qu'on m'a appris. On m'a jamais appris à avoir de la haine envers les autres, à crier à la mort des mécréants. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un mécréant. Et ils disaient, oui,
Les Européens, c'est des croisés, ils veulent tous nous tuer. Et je te demande, mais non, celui qui veut nous tuer, c'est Bachar el-Assad et c'est pas les croisés. Enfin, pourquoi vous parlez de ça? Ils disaient, mais non, mais les chrétiens, ils sont mauvais. Je te demande, mais j'ai grandi avec des chrétiens, ils n'ont jamais été mauvais. Ils disent, mais si, c'est parce qu'ils veulent te laver le cerveau, toi, tu dois rester un musulman, en plus tu t'appelles Mohamed Nour, tu t'appelles Mohamed comme le prophète, il faut que tu restes avec nous. Je me dis, non, moi, je veux pas rester avec vous. Et je suis rentré, et je me rappelle avoir eu honte d'avoir accepté de suivre mes potes pour aller voir ça. Et je l'ai dit à mon papa, il m'a dit, mais c'est pas grave, au moins t'as pu voir de toi-même ce que c'est, et peut-être avoir un avis là-dessus. Et puis il y a la deuxième manifestation de Daesh qui avait lieu vraiment dans le centre-ville, à côté de chez mes grands-parents. Je me rappelle être sorti en vitesse avec mon drapeau de la Révolution et être allé au milieu de leur manif, alors que je savais très bien qu'on m'avait interdit d'aller avec ce drapeau en manif de Daesh parce que c'était considéré comme le drapeau des laïcs et des mécréants. Et je me rappelle l'avoir levé haut et avoir descendu un des drapeaux de Daesh, l'avoir piétiné par terre et avoir levé mon drapeau à la place. Et ça avait vraiment... Mais il y a eu un blanc dans la manif. Et les gens me regardaient et me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait? Je demande, bah, votre drapeau il est moche. Et du coup, moi je lève le mien, le drapeau de la Syrie. Ils me disent, mais il n'y a pas de drapeau de Syrie, c'est le pays des musulmans, il y a pas, en fait, notre patrie c'est le pays des musulmans. Mais moi je m'en fous, moi je lève le drapeau de mon pays, qui est le drapeau de la Syrie. Ils me disent, mais toi t'es un mécréant. Et du coup là, ils m'arrachent le drapeau, ils veulent le brûler. Et là, certaines des connaissances de ma famille interviennent et puis se mettent autour de moi, me rendent le drapeau, ils me disent, rentre chez toi. Et moi, je voulais rester pour les énerver encore plus. Je voyais que ça commençait à se bagarrer. Puis les rebelles sont arrivés, ils leur ont dit soit vous partez, soit ça va partir en. Enfin, ils allaient se tirer dessus, quoi. Ça s'est finalement calmé. Moi, j'ai failli quand même causer des morts, super. Mais c'est là où bah, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que se battre pour la laïcité. Et enfin, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de me battre, ou en tout cas, j'ai jamais ressenti qu'il y avait un combat au nom de Dieu. Pour moi, c'était un combat au nom du peuple, au nom de l'être humain, et au nom de la liberté et de la dignité, et non pas pour une religion, ou pour un Dieu, ou pour un livre sacré. Enfin, j'ai grandi dans une famille musulmane, mais j'ai grandi dans l'amour. Et pour moi, la religion, c'était l'amour, c'était justement aimer les autres, c'était aimer son peuple, aimer son pays, et pas lever des drapeaux qui n'avaient rien à voir. On dirait qu'ils ont été dessinés par un enfant qui ne s'est pas dessiné, pour le coup. Et c'est là où mon papa a commencé à me dire, mais fais attention à ce que tu dis autour de toi, parce que tes amis, certains peuvent avoir leurs parents là-dedans. Et au départ, ils n'avaient pas encore commencé à mener des attentats, et enfin voilà, ils faisaient rien. Ils étaient juste là avec leur argent, ils paradaient, ils combattaient personne. Ils brûlaient juste dans leur 4x4 qui coûtait des dizaines de milliers de dollars, avec de l'argent, mais tellement d'argent, et puis voilà, essayer de ramener des gens autour d'eux. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que moi je me battais pour une Syrie laïque, pour une Syrie libre, et non pas pour l'islam, et que j'ai pas à me battre pour l'islam, que j'ai pas à me battre pour une religion, mais j'ai à me battre pour l'humanité. Et ça, certains de mes potes ne comprenaient pas, ils me disaient, mais c'est bizarre, tu ne pries pas avec nous, c'est bizarre, tu ne lis pas le Coran avec nous. Je te demande, mais moi j'ai pas envie. Ils me disent, mais c'est pas bien, tu vas les brûler en enfer. Je te demande, et alors? Ils me disaient, vraiment, j'ai commencé à être rejeté par certains de mes amis. Et moi, je m'en foutais parce que pour moi, la religion, c'était pas être forcé, c'était faire ce qu'on veut faire. Et on avait la liberté de croire et ne pas croire. Je le savais depuis que j'étais enfant. C'est mon papa qui m'a transmis ça et je l'avais bien ancré en moi. Donc, quand on me force à faire quelque chose pour la religion, je n'étais pas prêt à le faire. Et puis, enfin, voilà, petit à petit, il y avait ce camp de ceux qui étaient pour une Syrie libre et laïque, qui se cachaient parce qu'on était persécutés par les autres. Puis tous ceux qui se battaient au nom de l'islam, du grand califat, du machin. Et je me sentais plus chez moi. C'était comme une occupation. Enfin, on voyait leurs insignes partout, leurs drapeaux, ils se paradaient, machin. Et nous, on était chez nous. Et puis certains de mes potes, je pouvais même plus les voir parce que voilà, on n'était pas sur. Puis ils me disaient, ton père c'est un mécréant, il a trahi l'islam. Enfin, voilà, certains voulaient sa tête, beaucoup voulaient la tête de mon père et voulaient ma tête également puisque j'étais son fils. Et donc j'ai vécu dans ce climat. Il y avait toujours des bombardements, il y avait toujours. C'était la guerre quoi. Et puis la révolution a été étouffée par les djihadistes sur place, même s'il y avait encore des activistes qui œuvraient, des femmes qui prenaient le risque de se faire arrêter par Daesh et qui militaient également
alors qu'une femme qui milite aux yeux de Daesh, c'est, on va le dire clairement, c'est une prostituée, une pute, enfin il l'appelle, enfin voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et c'était quand même assez spécial de vivre sous une théocratie, ou en tout cas une oppression islamiste. Ça n'avait rien à voir, bien évidemment, avec Bachar el-Assad, et puis le régime Assad a fait beaucoup plus de mal aux Syriens que ne l'a fait Daesh. Et puis je me rappelle qu'on est en 2014 et que les choses commencent à bouger. Et puis un jour, Daesh assiège la ville et veut la prendre par les armes. Et c'est là où la première bataille au monde contre Daesh éclate. C'était dans ma ville. Et c'est là où les habitants disent non. Et Daesh a été battu rapidement. Mon papa a dû partir entre-temps, parce qu'il était demandé par Daesh du coup. Et il était parti en Turquie, le temps que les rebelles les chassent. Puis il était revenu et on savait qu'on allait potentiellement partir pour la France parce qu'on avait déposé notre demande. Et puis un jour il nous appelle, il n'était pas là et ça me pesait l'absence de mon papa puisqu'il me rassurait quand il y avait les bombardements et là il n'était plus là. Et puis un jour il nous appelle par Skype et moi j'étais trop content. Ma maman m'avait réveillé de mon sommeil pour me dire « Viens, il y a ton papa qui veut nous parler ». Et là il me dit « Tu vas être content ». Je me dis « Qu'est-ce qu'il allait me dire ?»« On part pour la France ». Il était tellement heureux. Du coup mon papa est revenu, on a passé un peu de temps ensemble, c'était le Ramadan. Donc on l'a passé en famille et puis on l'a dit à mes grands-parents un jour, c'était quelques jours avant le départ. Et ma grand-mère s'était effondrée, elle m'a dit « Vous m'abandonnez, quand est-ce que je vais vous revoir ?» Et on lui a dit « Mais viens avec nous », elle a dit « Non, moi je pars pas, je reste ici, je mourrai ici, je ne quitte pas ma maison ». Et puis c'est là où on part. On part pour la Turquie, on part très tôt le matin, on traverse la frontière, on arrive à Antioche, on passe quelques semaines chez des amis de la famille. C'est là où je vis le racisme pour la première fois, où je me fais traiter de connard, de voleur, de sous-homme par les Turcs, par les enfants turcs comme par des adultes turcs. Une fois je passais dans une rue et ils m'ont aspergé d'eau parce que j'étais syrien. Et il y a d'autres Turcs qui sont intervenus parce que j'allais me faire tabasser en fait, passer à tabac. Et c'était vraiment vivre, se sentir de trop dans cette ville. Il y avait beaucoup de Syriens, mais ils me sentaient tous de trop. Puis il y avait cette langue un peu bizarre que je ne comprenais pas. Et puis ces regards lorsque tu rentrais, que tu ne savais pas parler leur langue et que tu voulais juste acheter de l'eau. Et que quand tu prononçais pas le mot qu'il fallait, ils te répondaient même pas. C'est-à-dire que si tu faisais pas l'effort de parler en turc comme il faut parler, c'était en fait démerde-toi. Tant que t'as pas le mot, on te sert pas. Il y en avait d'autres qui étaient bienveillants, mais j'ai ressenti pour la première fois une haine envers quelque chose autre que le régime, parce que le régime était mon ennemi. Et là, les Turcs n'étaient pas supposés être mes ennemis. Enfin, j'ai fui la guerre. Pourquoi est-ce qu'on me traite comme quelqu'un de trop? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et j'ai senti que j'étais pas chez moi. Et mais papa, moi, je vais pas rester ici. Et il m'a dit, t'inquiète pas, on va bientôt partir. Et puis, on déménage à Istanbul. On reste un mois. Là, ça allait mieux parce que c'était une grande ville. Donc, on pouvait sortir, voir des gens, discuter parfois avec des gens. En plus, on vivait vraiment à côté de la mer. Donc, c'était trop bien. On allait beaucoup se balader et puis manger des sandwichs au poisson. C'est la spécialité d'Istanbul et c'est trop bon. Et puis, c'était quand même, retrouver un peu Alep, mais ailleurs. C'est retrouver ma vie d'avant. Retrouver les lumières, la ville qui vit, les voitures, retrouver les restaurants, retrouver cette vie qui m'avait tant manqué et qui me paraissait être si lointaine, alors que 2014, j'avais 12 ans, pardon. Et je me disais, mais c'est bizarre, je sens que vraiment beaucoup de temps s'est passé et je me sens grandir sans me sentir grandir. Je commence à lire beaucoup. Alors, je lisais beaucoup avant, mais je lisais des contes d'enfants, et là, je commençais à lire vraiment des romans qui n'étaient pas de mon âge, mais j'avais cette envie de... Je sais pas, en fait, je me sentais attiré par les choses des adultes. Donc, tout ce qui est... j'ai commencé à lire Agatha Christie, d'ailleurs. C'est là où j'ai découvert les romans policiers, où j'ai eu ma période de romans policiers. J'ai lu Les Misérables, de Victor Hugo, mais en arabe, sans vraiment comprendre ce que c'était à l'époque, mais j'essayais de lire des choses de grand, parce que je voulais devenir grand. Et que j'avais plus envie d'être un enfant qui ne comprend pas et à qui on dit tu comprendras plus tard, je voulais comprendre tout de suite.
et par mes propres moyens, puisqu'on ne me l'expliquait pas. Et puis voilà, arrivé le jour où on doit partir pour la France, on arrive à l'aéroport et on reste 2-3 heures. Et puis on nous dit, un policier arrive et nous dit suivez-moi au poste. Donc on le suit, on rentre, il ferme la porte à clé, il y a 2 autres policiers. Il dit bon, c'est l'heure du pot de vin. Soit vous donnez, soit vous partez pas. Et mon père lui dit non mais écoutez monsieur, notre avion dans 30 minutes, on va vraiment embarquer. Il dit non, soit j'ai l'argent, soit vous partez de nulle part. Il a l'argent, parce qu'on n'avait pas le choix, on lui donne. C'était tout ce qui nous restait. Et puis on marche vers le tarmac où il y a l'avion. On prend le couloir et mon père dit tant qu'on n'est pas dans l'avion, on n'est pas sûr de partir. On monte dans l'avion et on est stressé, on essaie de se cacher, de ne pas parler, de ne pas montrer qu'on est syrien. Mon père essaie de nous parler en anglais, comme ça on fait comme si on était des étrangers, comme si tout va bien. Et l'avion décolle. Et j'ai pas dormi de tout le trajet, tout le monde a dormi, sauf moi. Mais je savais que c'était le début d'une nouvelle ère pour moi, pour ma famille. Et puis, l'avion nous dit bienvenue à Paris. Et on descend. Si tu as aimé cet épisode, on t'invite à écouter la suite du récit de Mohamed Nour dans la 2e partie. Et tu peux t'abonner au podcast et nous suivre sur les réseaux. À très bientôt.